Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro des mardis de l'IH2EF, un numéro au thème Agir pour l'égalité filles-garçons. Le Code de l'éducation rappelle que la transmission de la valeur d'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, se fait dès l'école primaire. Cette politique publique est une condition nécessaire pour que, progressivement, les stéréotypes s'estompent et que d'autres modèles de comportement se construisent sans discrimination sexiste ni violence. Elle a pour finalité la constitution d'une culture de l'égalité et du respect mutuel. Ce direct se compose de 3 parties, une partie relative aux enjeux et au contexte de cette problématique, une seconde où il sera question de la déclinaison de la politique nationale sur les territoires et le terrain, et la 3e partie permettra de répondre à vos questions en proposant des focus sur des points particuliers. Nos intervenants, tous experts dans le domaine, nous proposent leurs éclairages, des pistes d'action et de mise en œuvre à différents niveaux pour essayer de faire le tour de cette question cruciale. Vous le savez, comme d'habitude, vous avez la possibilité de poser vos questions par le biais de 2 supports via Twitter avec le hashtag direct IH2EF ou via l'application menti.com grâce au code qui s'affiche à l'instant sur votre écran. Afin de répondre au mieux sur le sujet, nous avons convié autour de cette table Pascal Huguet, directeur de recherche au CNRS, directeur de l'APSCO, responsable du groupe Équité et réduction des inégalités scolaires au CESEN, Conseil scientifique de l'éducation nationale. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Claude Roiron, vous êtes haute fonctionnaire à l'égalité filles-garçons du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Anne Philipson. Anne, vous êtes inspectrice de l'éducation nationale, premier degré, ou de l'Académie de Nantes, plus exactement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et Laetitia Verras. Laetitia Verras, vous êtes chef d'établissement et conseillère du recteur à l'égalité filles-garçons de l'Académie de Rennes. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà pour le tour de table. Bienvenue à vous tous. Tout de suite, je vous propose de commencer par notre première partie, consacrée donc aux enjeux et au contexte de cette problématique. La première partie, donc, c'est les enjeux. Madame Roiron, vous êtes co-auteur d'un rapport récent, juillet 2021, réalisé avec la rectrice Sophie Béjean de la région académique de l'Occitanie et de l'Académie de Montpellier, et Jean-Charles Ringard, inspecteur général et délégué de la réforme du baccalauréat. Qu'est-ce qui est sorti de ce rapport? C'est ma première question, qui porte d'ailleurs sur la question de l'égalité entre les filles et les garçons au niveau du lycée général. Alors d'abord, je voudrais expliciter notre démarche. À la demande du précédent ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, nous avons voulu faire émerger cette question de l'égalité filles-garçons dans l'institution scolaire. C'est une question qui n'est pas souvent posée à l'institution scolaire, qui considère que la mixité a conduit à l'égalité entre les filles et les garçons, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est le premier sujet. Nous avons effectivement profité de la réforme du baccalauréat qui nous montrait un certain nombre de choses pour asseoir une démarche différente sur cette question-là. C'est-à-dire d'abord travailler avec des scientifiques, et c'est pourquoi nous avons travaillé avec Pascal Huguet et son laboratoire de recherche. Et nous avons également voulu passer d'une politique qui était souvent une politique de recommandation, d'incitation, à une politique institutionnelle en proposant de nouveaux outils pour pouvoir faire de l'égalité filles-garçons une politique identifiable, comme il en existe d'autres au sein du système éducatif. Et je pense par exemple à la lutte contre les inégalités sociales ou bien encore à la question de l'inclusion scolaire. Donc voilà notre démarche. Et à partir de cela, nous avons effectivement investigué différentes académies, travaillé avec les chercheurs, travaillé avec tous les interlocuteurs et partenaires de l'éducation nationale pour identifier déjà quels étaient les problèmes, où étaient les
des blocages, et surtout dans le domaine de l'orientation, où il y a une véritable différence parfois entre la question de l'orientation pour les filles et celle pour les garçons. On parle actuellement beaucoup de la carence des filles dans les filières scientifiques. C'est un sujet qui est très prégnant dans l'opinion publique actuelle. Et donc, nous avons voulu d'abord établir un diagnostic fiable. Les leviers qui étaient des leviers qui freinaient, en fait, l'égalité entre les filles et les garçons, que ce soit d'ailleurs une inégalité en direction des filles ou bien encore des inégalités en direction des garçons, car nous regardons toujours la question d'équilibre entre les deux. Et puis, proposer un certain nombre de nouveaux outils qui commencent à être progressivement mis en œuvre, des outils qui sont à la fois la question de la formation. Nous sommes aujourd'hui à l'IH2EF, donc la question de la formation de nos cadres, quel qu'il soit, est une question centrale. La question des outils que l'institution met à la disposition, ce qu'on appelle, nous, les indicateurs, les différents indicateurs, et on y reviendra sans doute. Mais aussi, nous avons progressivement proposé la mise en place de la labellisation égalité des établissements, la mise en place d'objectifs cibles, c'est-à-dire d'éléments d'équilibrage pour les filières ou les enseignements de spécialité qui étaient minoritaires de genre. Et puis aussi, nous réfléchissons, et on y travaille actuellement, à la mise en place de bourses de mixité pour favoriser la mixité pour les garçons qui choisissent des filières plutôt destinées aux filles, ou l'inverse, des filles qui choisissent... Enfin, quand je dis destinées, je dis surtout pas destinées, dans des filières où les filles sont plus présentes, et des filles qui s'orientent dans des filières où les garçons sont plus présents. Je pense en particulier aux filières qui ont trait au numérique, aux sciences de l'ingénieur, ou bien alors à tout ce qui tourne autour de l'industrie. Voilà. Alors dans ce rapport, est-ce qu'il y a eu des propositions ou des leviers, plus exactement? Bien sûr. Lesquels par exemple, peut-être pas tout, mais en tout cas quelques exemples. Le plus gros levier, un des leviers essentiels, parce qu'il est très lisible et il est d'ores et déjà publié par l'institution scolaire, c'est la question de la labellisation des établissements scolaires. Ah, ce que vous disiez, ok. Voilà, pour la première fois, les chefs d'établissement pourront, avec les référents égalité des établissements et les référents académiques dans les différentes académies, s'engager dans une démarche de labellisation égalité de leur établissement, c'est-à-dire est-ce qu'ils s'engagent pour plus d'égalité à la fois dans les projets, dans les projets éducatifs, mais aussi au sein de la classe, mais également dans tout ce qui concerne le climat scolaire, etc. Donc nous avons le 17 mars publié, la DGESCO le 17 mars a publié une circulaire, et ce n'est pas un objectif en soi, mais c'est un premier outil qui va permettre de pouvoir regarder dans l'établissement, pour ceux qui le souhaiteront, sur la base du volontariat, où est-ce qu'on en est sur cette question d'égalité filles-garçons, comment on peut s'inscrire sur l'amélioration de l'égalité entre les filles et les garçons, la réduction des inégalités, et cela dans le temps. Voilà. Alors là, on parle donc ici du lycée général, c'est bien ça. Mais bien sûr. Qu'en est-il aujourd'hui du lycée professionnel? Alors, nous savons que dans le lycée professionnel, il y a aussi beaucoup d'inégalités en ce qui concerne l'orientation entre les filles et les garçons. Et nous travaillons d'ailleurs à un nouveau rapport sur cette question-là. La question de la représentation des métiers est une question centrale. L'école, évidemment, ne traduit qu'une représentation très genrée, très sexuée des métiers. En gros, c'est que les filles font plutôt dans le lycée professionnel, vont plutôt vers les soins, les services, le commerce, l'administratif, etc. Et les garçons plutôt vers la production. Mais ça traduit aussi une façon en France de regarder le monde du travail. Mais néanmoins, nous travaillons pour pouvoir recréer des équilibres. Et je dois dire que notre objectif n'est pas de se limiter au lycée professionnel, mais notre objectif est bien de descendre progressivement au collège, ensuite à l'école primaire, et voilà, école élémentaire et maternelle. Parce que la question de la lutte contre les stéréotypes commence évidemment très tôt, ce qui nous permettra, il faudra sans doute 1 ou 2 ans, peut-être un peu plus pour faire ce travail, d'avoir un regard tout à fait différent sur l'ensemble du système scolaire, et d'avoir le regard qui va de la maternelle, âge obligatoire de la scolarité désormais à 3 ans, jusqu'à l'obtention du baccalauréat, et bien sûr au-delà, parce que la question de l'obtention du baccalauréat, c'est aussi le choix de l'orientation, de la poursuite d'études dans le supérieur,
et du métier et de l'avenir de chaque élève et de chaque enfant, d'une certaine façon. Donc on aura une vision d'ensemble, ce qui ne s'est encore jamais fait, appuyé sur des enquêtes scientifiques, établi avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit les parents, dont on va reparler tout à l'heure, tous les acteurs institutionnels de l'école, mais aussi les collectivités locales, en particulier les régions, qui sont très importantes, bien évidemment, pour l'enseignement professionnel. Elles le sont pour les lycées, mais en particulier pour l'enseignement professionnel. Et ça nous permettra, je crois, de pouvoir progressivement établir une vraie politique institutionnelle, lisible, globale et cohérente sur la question de la lutte contre les inégalités entre les filles et les garçons à l'intérieur du système scolaire. Et sans doute, à terme, pourrons-nous comme ça changer les regards. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup, Madame Roiron. Monsieur Huguet, ça fait un temps assez conséquent que justement la recherche pose son attention sur la question des égalités filles-garçons au niveau scolaire. Pouvez-vous brosser un rapide état des lieux de la... où en sont les travaux actuels des universitaires? Oui, bien sûr, merci pour cette bonne question. Je dis bonne question parce que malheureusement, la question des résultats scientifiques dans le domaine n'est pas si souvent posée. Ah bon? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui bloque? Parce que chacune donne son opinion sur la question de la sous-représentation des filles, par exemple, dans les sciences dures, et de la sous-représentation moins souvent abordée des garçons dans les disciplines littéraires. Mais les débats ont lieu, c'est normal, nous sommes en démocratie, il faut du débat, notamment sur la question du rôle des stéréotypes et du rôle des stéréotypes de genre dans le domaine. Le problème, c'est que ces débats ont souvent lieu en apesanteur totale des faits scientifiques. Donc, quels sont-ils, ces faits scientifiques? Alors, il y en a un grand nombre depuis des dizaines d'années maintenant sur ces thèmes-là. D'abord, on sait que les stéréotypes, malheureusement, et les stéréotypes de genre en particulier, infiltrent les esprits très tôt au cours du développement, ce qu'on appelle le développement cognitif. C'est-à-dire que nos enfants grandissent avec ça. Avec ces stéréotypes qui sont donc des images toutes faites sur ce que doivent faire les garçons ou les filles, ou les hommes et les femmes dans notre société. On a des traductions, évidemment, de ces stéréotypes sur les comportements. Et en matière de performance cognitive, alors on repère ça en laboratoire sur des tests qui sont des tests standardisés et qui nous montrent que, il ne faut vraiment pas grand-chose pour observer l'infériorité des filles dans sur un certain nombre de tests dès que le stéréotype s'invite dans la situation, c'est-à-dire que la manière de présenter les consignes du test, etc., peut faire en sorte que les filles apparaissent inférieures aux garçons. Mais on peut aussi renverser ces différences en laboratoire, nous l'avons montré, donc elles ne sont pas nécessairement d'ordre biologique, contrairement à ce que pourraient penser beaucoup de gens réfractaires à la thématique des stéréotypes sociaux et qui pensent que tout ça c'est des histoires. Alors c'est pas des histoires, il y a beaucoup de résultats expérimentaux dans le domaine. On a beaucoup parlé des classements internationaux de type PISA, de type Teams. Tout ça est très connu. On observe assez souvent sur les tests standardisés, mais pas en contrôle continu dans l'univers scolaire, mais sur les tests standardisés, une légère infériorité des filles relativement aux garçons en mathématiques. De choses l'une, soit ces différences traduisent des dispositions naturelles différentes des uns et des autres, des unes et des autres, devrait-on dire, par rapport aux mathématiques, soit ces différences traduisent autre chose et le poids, justement, d'un certain nombre de stéréotypes dans le domaine. Et c'est largement cette deuxième option que valide la science des stéréotypes depuis une quarantaine d'années, en montrant à quel point les stéréotypes peuvent maintenir les filles à des niveaux de performance suboptimaux, c'est-à-dire en dessous de ce dont les filles sont capables réellement. Ça ne veut pas dire que les filles échouent nécessairement. Il y a beaucoup de filles qui réussissent en mathématiques et même dans les sciences dures, mais elles abandonnent aussi beaucoup plus souvent que les garçons ces domaines, donc il faut s'en inquiéter. Et les stéréotypes peuvent avoir cet effet de susciter plus tôt et plus souvent chez les filles que chez les garçons l'abandon, et de réduire aussi l'expression des performances et des capacités cognitives dans ces domaines-là. Donc ce n'est pas rien, il faut s'en préoccuper. Et puis on a une influence des stéréotypes aussi repérable dans les choix d'orientation dont parlait Claude Roiron à l'instant.
Donc, nous avons vraiment toutes les raisons de penser que les choix genrés sont en effet soutenus par ou causés par un certain nombre de stéréotypes de genre. Donc l'étude qui a été jointe au rapport qui a été évoqué par Madame Claude Roiron à l'instant, précisément a mesuré ce que pensent les élèves à propos de leur probabilité de succès dans les différents enseignements de spécialité. On s'est aperçu que les filles procédaient à des estimations bien plus pessimistes que ne le faisaient les garçons dans les registres des sciences dures, des mathématiques, etc., en particulier du numérique et des sciences informatiques. Et inversement, les garçons génèrent des estimations de succès pour eux, personnellement, bien plus pessimistes dans les domaines littéraires que pour les filles. Donc on est sur des expressions en termes d'estimation des chances de succès très très stéréotypées. Or, il faut le savoir, le prédicteur numéro 1 des choix d'orientation, ce sont précisément les estimations de succès et d'échec. Personne ne va s'aventurer dans des activités, c'est vrai à l'école et ailleurs, dans des activités où l'on est persuadé que l'échec est au bout du chemin. Évidemment, nous choisissons tous en tant qu'adultes, mais les élèves le font aussi, plutôt d'investir des domaines dans lesquels ils ont l'impression qu'ils vont réussir, qu'ils ont une bonne chance de réussir. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est que malheureusement, les stéréotypes ont beaucoup d'influence sur ces estimations de réussite et d'échec. Donc voilà, des sujets qui sont sur la table, il faut continuer à les étudier. En tout cas, un des enjeux pour l'avenir, c'est de voir si justement les interventions, les mesures que nous prenons sur le terrain ont un quelconque effet sur ces estimations dont je viens de parler, dont on disait à l'instant qu'elles sont très fortement influencées par des stéréotypes de genre. De deux choses l'une, soit les mesures sur le terrain sont éventuellement séduisantes, donnent satisfaction aux enseignants et aux cadres, mais n'ont aucune espèce d'influence sur les estimations de succès et d'échec, soit elles ont une influence, encore faut-il savoir laquelle, il faut savoir mesurer cette influence, en tenir compte. Or, nous n'avons pas, à l'heure actuelle, d'indicateurs de stéréotypie de genre à l'échelle nationale. Donc j'insiste beaucoup, moi, personnellement, en tant que modeste chercheur dans le domaine, pour développer un indicateur de cette nature qui nous permettrait enfin de savoir si et dans quelle mesure les mesures prises sur le terrain ont pour effet, en effet, j'allais dire, de réduire l'expression des stéréotypes de genre. Voilà. On va parler d'évolution, justement. Quelle évolution avez-vous réussi à mesurer? Vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais concrètement, quelles sont ces évolutions que vous avez réussi réellement à mesurer? Dites-moi, Pascal. Alors, c'est une autre question très importante. En termes d'évolution, malheureusement, l'univers de la stéréotypie est un univers de béton armé. Hein. Vraiment, on est sur des choses extrêmement dures qui évoluent très très peu. Alors, ce qu'il y a de très très intéressant, c'est que, et on a posé dans l'étude en question, on a posé cette question aux élèves aussi. Les élèves ont l'impression d'être libérés de ces pesanteurs socio-culturelles que sont les stéréotypes, qui sont des constructions de toutes pièces, hein, mais qui nous viennent de très très loin, et qui répondent à des rapports de force entre les deux sexes, inscrits depuis longue date. Donc les élèves du XXIe siècle sont à peu près convaincus d'être libérés de toutes ces pressions-là. Ils pensent faire leur choix, par exemple, de DS, les enseignements de spécialité, de manière totalement autonome, à partir de leurs résultats scolaires. Voilà. Or, nous avons montré à quel point, encore une fois, leurs choix d'orientation sont surdéterminés par les stéréotypes. Donc ça n'évolue pas beaucoup parce qu'on le sait bien, les élèves d'hier étaient déjà sous l'emprise des stéréotypes de genre, mais ils le sont aujourd'hui et dans un registre intéressant qui est l'orientation, qui est une des clés quand même pour faire progresser tout cela. Les effets que nous obtenons sont très forts.
sont vraiment ce que disent les élèves à propos des estimations de réussite ou d'échec des filles en général ou des garçons en général. Tout cela est très très marqué par les stéréotypes et nous avons aussi regardé s'il y avait des corrélations entre les estimations de réussite et d'échec pour soi et les estimations de réussite et d'échec auxquelles les élèves se livrent pour les filles en général, pour les garçons en général, et c'est très corrélé. C'est-à-dire que si je suis une fille seconde, première ou terminale, et que je pense que les filles ne réussissent pas, ou très peu, ou ont une probabilité de succès très faible, en sciences de l'ingénieur par exemple, j'ai tendance à le penser aussi pour moi-même. Et statistiquement, les corrélations sont très importantes. Et ça marche de la même façon pour les garçons qui, considérant qu'ils ont plus de chances de succès dans les disciplines scientifiques et techniques, pour les garçons en général, le pensent aussi pour eux-mêmes. Et puis on sait aussi, et ça on le sait depuis très longtemps, à compétences équivalentes, à performance identique, les filles ont beaucoup plus de mal que les garçons à s'auto-évaluer positivement. Donc ça nous vient de loin, et c'est pas, et nous l'avons montré, tout ça est publié dans des revues scientifiques internationales, une question de modestie. C'est vraiment la traduction de l'influence du stéréotype qui les maintient aussi en matière d'auto-évaluation à des niveaux qu'on pourrait appeler la modestie. Pourquoi pas, moi ça ne me gêne pas, on n'est pas obligé de faire de la science tous les jours à toutes les heures de la journée, mais quand on regarde les choses de manière scientifique, on sait que ce n'est pas l'expression simple de la modestie, c'est autre chose, et cette autre chose malheureusement relève de la stéréotypie très prégnante. Donc ça évolue très peu. Très très peu. Il y a une mutation qui est difficile là, enfin qui se fait tout doucement. Voilà. Mais c'est quoi les raisons ? Les raisons, c'est que, comme on le suggérait tout à l'heure, la stéréotypie infiltre les esprits très tôt au cours du développement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a trouvé des traces de la stéréotypie dès le primaire et qui oriente les performances. Alors, les Américains... Il n'y a pas une part d'éducation, enfin des parents aussi, c'est en lien aussi avec la famille, non ? Bien sûr, c'est en lien avec la famille, c'est en lien avec toute la société, tout ce que transmet un modèle culturel dominant à un moment donné de son histoire. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est si lourd. Et puis, que voulez-vous ? Nous apprenons à associer très tôt au cours du développement le masculin aux sciences. Nous avons beaucoup plus de mal à le faire pour les femmes, pour les filles. C'est-à-dire que on est, et nous l'avons montré également, dans des associations implicites où il est beaucoup plus facile d'associer hommes et sciences, hommes et maths, que femmes et sciences, femmes et maths. Et d'ailleurs, et je le dis avec un grand sérieux et un certain agacement, les travaux du Centre Hubertine Auclair l'ont montré, nos manuels scolaires doivent aussi progresser. Nous partons de très loin avec une surreprésentation des modèles masculins pour évoquer les grandes découvertes, pour évoquer les grandes inventions, etc. Alors même que, et nous le savons bien, malheureusement, les femmes sont passées aux oubliettes de l'histoire dans toutes leurs découvertes scientifiques, etc. Quand on pense aux femmes célèbres, on pense à Marie Curie, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, et en réalité, on peut les trouver dans tous les secteurs. Les mathématiques, Einstein lui-même était émerveillé devant certaines femmes en mathématiques. Bon. Donc, il est important de s'intéresser à la surreprésentation, à ces inégalités qui s'introduisent en réalité dans tous les supports pédagogiques, pas seulement les manuels scolaires. Voilà, il y a là des choses qu'il faut attaquer frontalement. Et je dirais encore, de manière assez solennelle, que il nous faut sortir, et c'est urgent, du tout discursif. Nous avons beaucoup débattu. Tout a été dit, tout est son contraire. La seule chose qui nous empêchera de dire tout est son contraire demain, ce sont les données, les faits scientifiques que nous mettrons sur la table et qui n'élimineront pas les croyances dans le domaine. On oppose à un moment donné les connaissances scientifiques aux croyances. Si j'ai envie de croire que les stéréotypes, ça n'existe pas, ou que la lutte contre les stéréotypes correspond à un vaste complot, etc., je n'empêcherai personne de penser ça. Mais en tout cas, on peut pas dire voilà, l'univers des croyances est un univers très solide malgré tout. Mais
très solide au sens où on peut perpétuer les croyances très 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 longtemps, mais finalement en face on a quoi ? Seuls les faits scientifiques peuvent permettre de dire ok, ça c'est juste, ça c'est complètement faux, ça ne tient pas. Par exemple, et je le dis là encore avec gravité, il n'y a pas un seul papier scientifique dans ces 50 dernières années et même avant, pas un seul papier scientifique qui prouverait la supériorité des hommes sur les femmes en matière de mathématiques ou de sciences, d'une façon générale. Voilà. Tout est dit. Merci beaucoup pour cet état des lieux. Pascal, je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de nous envoyer vos questions par le biais de 2 supports, le hashtag direct IH2F ou via l'application menti.com grâce au code qui s'affiche actuellement sur votre écran. Laetitia Verras, je rappelle que vous êtes chef d'établissement et conseillère du recteur à l'égalité filles-garçons de l'Académie de Rennes. En tant que conseillère du recteur, comment se décline la politique nationale dans votre Académie de Rennes ? Alors, dans l'Académie de Rennes, on a un réseau autour de cette question qui est structuré. Donc, effectivement, je suis la référente académique. Vous trouvez d'ailleurs un référent ou une référente académique, parfois 2 dans toutes les académies. Vous retrouvez la liste sur Eduscol. Ensuite, on a décliné aussi le référent à l'échelle départementale. Donc, vous avez 1 ou 2 référents dans chaque DSDEN, donc les directions académiques. Et enfin, vous avez des référents dans les établissements scolaires du secondaire, donc 1 ou plusieurs. Dans l'Académie de Rennes, c'est 90% des établissements qui sont dotés de référents. Donc ces référents, c'est bien, ils existent. Alors à quoi ils servent ? Voilà, c'est surtout ça la question. Donc ça nous permet, moi en l'occurrence, en tant que référente académique, de les former. Donc ces référents sont formés, il y a 2 niveaux de formation, ce qui permet de définir réellement leur rôle, de définir leur place en tant que conseiller du chef d'établissement sur cette question. Ils ont accès également à des ressources, ils ont accès à un espace de mutualisation, parce que c'est important de pouvoir confronter les expériences, s'en inspirer et puis pouvoir travailler collectivement autour de ça. Et puis, au sein de ces référents, on a aussi créé un groupe de production de ressources. Voilà, toujours la même idée des ressources sur l'égalité filles-garçons. Il en existe énormément. La difficulté, c'est d'aller trouver la bonne ressource lorsqu'on en a besoin. Donc, on réfléchit avec ces référents sur un groupe que je pilote pour avoir des ressources facilement mobilisables et utiles au quotidien dans les établissements scolaires. Concrètement, Laetitia, alors, en établissement scolaire, comment se pilote cette politique ? Sur quel levier un chef d'établissement peut donc s'appuyer pour développer une politique d'égalité aujourd'hui ? Alors, je crois que dans un premier temps, il est important d'en discuter en équipe. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Pascal Huguet. On connaît, nous tous ici présents, on est très concernés par cette question, de par nos fonctions. Mais est-ce que les collègues en établissement, est-ce que les chefs d'établissement, est-ce que les professeurs, les CPE, toutes les personnes qui composent les équipes connaissent ces données ? Est-ce que les recherches, en fait, sont accessibles à tous ? Bon, en fait, la réponse, je la connais. Ces recherches sont loin d'être accessibles à tous et il y a encore beaucoup d'idées reçues. C'est d'ailleurs le principe même du stéréotype dans les établissements scolaires. Donc, je crois que dans un premier temps, il est important de se réunir, de discuter, de savoir de quoi on parle. Quand on parle d'inégalité, on entendra souvent dans des salles des personnels, dans les établissements scolaires, comme ça a été dit tout à l'heure, des collègues qui disent qu'il n'y a plus de problème, effectivement, que les inégalités n'existent plus. Donc je crois que dans un premier temps, si on veut en équipe s'attaquer à ce problème dans un établissement scolaire, il faut définir les choses, montrer les chiffres, expliquer réellement quel est le problème et quelles en sont les conséquences. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ce temps d'échange dans un premier temps. Ensuite, une fois qu'on a posé les choses, je pense qu'il faut s'intéresser aux indicateurs de son établissement scolaire. Alors, c'est un outil parmi d'autres, mais dans les établissements scolaires, on a accès à des indicateurs propres sur l'orientation, sur les résultats aux examens, donc les notes obtenues au brevet, les notes obtenues au bac. Et ces indicateurs, maintenant, sont genrés. Donc, ça permet de définir 2 grands axes et de définir ensuite des objectifs. Alors, il ne suffit pas de se dire qu'on va tout révolutionner, mais faire ressortir ce qui paraît quand même très problématique dans son établissement et se centrer sur ces indicateurs, se dire comment je vais faire évoluer les choses. Et ensuite, le 3e temps, c'est d'inscrire ça dans le projet d'établissement. Donc, que ce soit quelque chose de construit,
pluriannuel, c'est-à-dire qu'on ne révolutionne pas les choses en une année, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas imaginer que ça se passe comme ça, mais on réfléchit ensemble aux outils, à la mobilisation de tous sur plusieurs années pour construire un projet, grâce aux instances aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreuses instances qui existent dans l'établissement scolaire, donc le CVC, le CVL également. Voilà, il faut impliquer tous les personnels, utiliser les instances qui existent pour pouvoir porter un projet d'établissement qui fasse foi au quotidien. C'est-à-dire que ce n'est pas une problématique qu'on questionne une fois par an lors du 8 mars. Oui, on questionne lors du 8 mars, c'est vrai, c'est important, ça permet de rappeler, ça permet de remettre une dynamique, mais c'est une question au quotidien. Lorsqu'on aura fait état des recherches, on pourra aussi montrer aux enseignants qu'ils ont leur rôle à jouer au quotidien, à savoir, on a parlé des supports pédagogiques, mais il y a aussi la répartition, on y reviendra peut-être plus tard, mais la répartition de la prise de parole, tous les outils qu'on utilise, la façon dont on communique, les messages que l'on passe à travers les bulletins scolaires. Voilà, tout ça, ça nécessite d'être mis en lumière, que chacun puisse prendre sa part sur cette question et que ce soit une vigilance au quotidien de tous et de toutes. La rentrée, c'est dans quelques mois, à peine 3 mois maintenant. Oui. Aujourd'hui, que peut déjà faire un chef d'établissement ? Donc là, effectivement, les chefs d'établissement sont en train de préparer la rentrée, entre autres choses. Je crois qu'ils ont largement de quoi s'occuper en fin d'année, mais entre autres choses, ils préparent la rentrée. Je pense qu'il faut établir un cahier des charges. Alors évidemment, ça dépend de son établissement, de la configuration, du nombre d'élèves, mais idéalement, avoir un cahier des charges et être vigilant. C'est-à-dire que la mixité des classes, à mon avis, s'est établie. Je pense que dans la plupart des établissements, on veille à ce qu'il y ait autant de filles et de garçons dans les classes. Mais il y a des choses peut-être un peu moins évidentes. Quand on répartit les professeurs principaux, j'ai connu moi-même dans un collège que je dirigeais, comme quoi, on progresse tout le temps. Les professeurs principaux de 6e, c'était des femmes, et ceux de 3e, c'était des hommes. Voilà, donc évidemment, c'est un exemple concret et avec du recul, je me dis, oh là là. Bon. Autre exemple, la répartition des services, toujours dans la mesure du possible, mais j'ai le cas d'un établissement, un lycée, où il existe 4 enseignants de maths, 2 hommes, 2 femmes, ce sont les 2 hommes qui enseignent les maths expertes. Voilà, donc je pense que ça, c'est à questionner et effectivement à discuter en équipe. Et je prendrai un autre exemple, un 4e exemple. Il y a aussi des indemnités particulières qui sont laissées à la charge des établissements scolaires, donc les IMP. Je vais prendre 2 exemples, pas au hasard évidemment. Pour le numérique, on a essentiellement des hommes, et donc il y a des IMP qui sont attribués pour ces hommes. Il faut, je pense, veiller à ce que pour l'égalité filles-garçons, où ce sont 80% des femmes qui sont ces référentes, il puisse y avoir également des IMP. Voilà, sinon on creuse les inégalités salariales, y compris dans la fonction publique. Très bien, merci beaucoup. Madame Philipson, de votre côté, en tant qu'inspectrice premier degré, quel est votre constat et quel témoignage, justement, vous pouvez nous apporter ? Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites par Madame Waron, Monsieur Huguet ou Laetitia, qu'on retrouve dans le premier degré. La première fois que j'ai posé la question à une enseignante sur l'égalité filles-garçons, elle m'a répondu « c'est pas un sujet. Les enfants c'est pas un sujet. Les enfants jouent ensemble. » Et ça m'a quand même interpellée en me disant « mais est-ce que l'égalité filles-garçons, ça dépasse pas le cadre simplement de jouer ensemble ?» Est-ce que dans les gestes professionnels des enseignants, il n'y aurait pas, en effet, une façon parfois inconsciente de creuser l'inégalité entre les filles et les garçons. Alors, on était dans le rural. Certes, elle n'avait pas de difficultés et elle me disait que c'était pour elle lié au climat de classe. Et je pense que l'égalité filles-garçons, ça dépasse de toute façon le climat de classe, le climat scolaire, peu importe comment on l'appelle. Et en rendez-vous de carrière, moi, j'ai eu comme point de vigilance, justement, l'égalité filles-garçons. C'est une question que je pose quasiment systématiquement aux enseignants, aux directeurs. Comment ils traitent l'égalité filles-garçons? Est-ce que c'est un axe du projet d'école? Laetitia parlait du projet d'établissement. Dans le premier degré, on a le projet d'école. Est-ce qu'il y a des actions spécifiques qui sont menées autour de l'égalité filles-garçons, en dehors de cette fameuse journée du 8 mars, puisque des journées symboliques, on en a toutes au long de l'année. On a la semaine des mathématiques, la semaine de la maternelle. L'égalité filles-garçons doit être questionnée dans ces temps-là également, en fait.
Voilà, il faut que les IUN, je pense, travaillent, on travaille ensemble. On a tous nos missions, on est missionné maîtresse de la langue, on est missionné mathématiques, missionné sciences. Il y a un missionné, Laetitia l'a dit, elle a parlé de référents départementaux, nous on a un missionné égalité filles-garçons, et je pense que ce missionné égalité filles-garçons, il doit travailler de façon transversale avec ses collègues sur comment on va travailler en mathématiques, en sciences, en EPS, sur l'égalité filles-garçons. On a la chance, dans le premier degré, d'avoir des espaces dès la maternelle qui vont nous permettre de déconstruire certains stéréotypes. La marchande, c'est accessible aux petits garçons comme aux petites filles. Le garage, c'est accessible aux petits garçons comme aux petites filles. Maintenant, est-ce que les petites filles vont jouer au coin garage? Est-ce que les petits garçons vont jouer au coin poupée ou à la marchande? C'est ça que nous devons regarder et voir comment on arrive à faire en sorte que vraiment tous les espaces soient investis. On parlera tout à l'heure des autres points de vigilance, mais en termes de prise de parole, qui prend la parole dans une classe? Est-ce que c'est davantage les garçons? Sur quel type d'activité? Vous avez des chercheuses en sociologie de l'éducation, Marie Durubella par exemple, qui ont travaillé justement sur les gestes inconscients des enseignants, qui interrogeaient davantage les garçons pour les hypothèses mathématiques et davantage les filles pour les temps de synthèse. Donc quelque part on crée des stéréotypes, on crée une inégalité qui va se retrouver après dans l'orientation, puisqu'on construit une représentation complètement inconsciente, mais on la construit malgré tout. Les supports sont à interroger. Quels supports on utilise pour travailler les mathématiques? Comment les garçons et les filles sont représentés dans ces supports? Quand je choisis un ouvrage de littérature jeunesse, comment est représenté le héros ou l'héroïne? Il y en a beaucoup, effectivement. Oui. Alors, vous en avez parlé justement un petit peu de points de vigilance, mais concrètement, quels sont les points de vigilance? Ah oui. Alors, l'un des points de vigilance pour moi les plus frappants, c'est la cour d'école. Comment l'espace est investi. Vous avez vu, ça va revenir dessus. Oui, la cour d'école, vraiment, c'est important. Edith Marouet-Juls a beaucoup travaillé sur la cour d'école parce que dans les recherches faites par Edith Marouet-Juls, elle montre que les garçons envahissent l'espace central avec parfois des jeux de ballon ou des jeux plus... c'est tout physique en fait. Plus physique, voilà. Et les filles sont sur la périphérie. Donc, quand on donne des jeux aux enfants, alors nous, on a beaucoup de draisiennes, de vélos, de trottinettes. Ouais. Il faut s'assurer que les filles aient accès à ces jeux-là autant que les garçons. Quand je travaille le parcours éducatif, artistique et culturel, est-ce que j'ai fait attention à mettre des artistes féminines aussi bien que des artistes masculins? Même si on adore Picasso, Mondrian, Monet, etc., est-ce que on a mis Frida Kahlo, Niki de Saint-Phal, Camille Claudel. Est-ce qu'on a montré des artistes féminines? Si ce n'est pas le cas, et c'est rarement le cas, ça veut dire qu'on induit chez les enfants le fait que les artistes sont masculins. C'est cool. Moi, j'ai connu les étiquettes roses pour les filles, les étiquettes bleues pour les garçons. Oui. Ça veut dire que ça, on mélange. Je peux avoir une étiquette rose. Bien sûr, vous pouvez avoir une étiquette rose. C'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous faites passer comme message. On voit de moins en moins quand même d'étiquettes roses et d'étiquettes bleues, mais vous avez raison, ça arrive, ça peut arriver. Depuis, et c'est l'un des exemples. Et on le voit encore aujourd'hui. Oui, et ça peut arriver. Et bien entendu, les filles peuvent être en bleu et les garçons en rose. C'est pas du tout gênant. On a de plus en plus d'enseignants qui font des journées thématiques. De faire remarquer qui avec ses codes de couleurs. Oui. Mais ça devrait non plus exister, ça ne devrait plus exister. Ça arrive moins quand même, ça existe presque plus. D'accord. Voilà, on arrive sur des choses quand même neutres, mais on peut arriver quand on fait une journée rose, d'avoir des petits garçons qui n'ont pas joué le jeu parce que peut-être les parents se disent non, mon petit garçon il ne va pas mettre de rose. Bien sûr. On y reviendra, Pascal Huguet a parlé des parents et la place des parents est essentielle dans la déconstruction des stéréotypes. Donc garantir la parole, la même parole aux filles et aux garçons, c'est important. Garantir le même espace aux filles et aux garçons, c'est important. Faire attention, en effet, aux images qu'on véhicule, c'est autant de points de vigilance. Et puis, on sait que l'école maternelle est très féminisée. Alors, on n'y peut rien. C'est ainsi, mais ça veut dire qu'il faut peut-être travailler encore davantage. Bien sûr.
Ok, très bien. Merci beaucoup. Madame Philipson, Monsieur Huguet, la formation actuelle des personnels est-elle satisfaisante pour vous? Alors sur ces questions-là, certainement pas, même si des progrès ont été réalisés, puisque des heures sont allouées durant la formation des enseignants à cette question. Mais on sait aussi que les 18 heures qui leur sont allouées sur ces sujets-là sont sont utilisées de manière très très hétérogène. Et puis surtout, on a découplé, décorrélé, sans toujours le savoir, la question de la lutte contre les stéréotypes de genre, de la conduite de la classe. Alors, ce qui vient d'être dit est très très important. Je confirme qu'en effet, il y a beaucoup de résultats qui montrent que sans nécessairement le vouloir, les enseignants et même les enseignantes peuvent interroger plus longtemps, plus systématiquement les garçons en cours de sciences, en maths. Et aussi cet autre fait très très important qui renvoie aux travaux nombreux, très convaincant de Caroline Dweck aux États-Unis sur les représentations de l'intelligence et qui a montré depuis très longtemps que les commentaires qui suivent la prise de parole, ou donc les réponses données par les élèves aux questions posées par l'enseignant ou l'enseignante, sont pas de même nature. Les commentaires ne sont pas de même nature pour les garçons et pour les filles. C'est-à-dire à réponse juste, identique, on passera traditionnellement plus de temps à féliciter les garçons en soulignant les choses du type « c'est bien, tu as très, très bien répondu, c'est clair, tu es très doué ». On va donc souligner ce qui relève d'une théorie du don. Là où, pour exactement la même réponse, on va obtenir un commentaire différent pour les filles, du type « c'est bien, tu as travaillé, tu vois, le travail, la motivation, ça paye ». Donc, ok, les garçons réussissent, les filles, quand elles réussissent, ce serait donc en raison de leur labeur. Quand on est moins doué, il faut plus travailler, etc. etc. Donc, on est vraiment sur des représentations très implicites qui correspondent à des milliers de messages diffusés par les enseignants, même celles et ceux qui veulent bien faire. Alors, je ne suis pas en train de dire, je prends cette précaution, que tous les enseignants, toutes les enseignantes agissent de cette manière. Mais il y a quand même tellement de résultats maintenant aux États-Unis, en Europe de l'Ouest d'une façon générale, qui montrent cela, qu'on ne peut plus le nier. Et moi, personnellement, si on me dit c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que ça marche peut-être dans telle ou telle classe, mais globalement, c'est comme ça que ça marche. Donc on a quand même des raisons de s'inquiéter. Et puis, il y a la question des actions stratégiques sur le terrain, qui sont souvent développées. On entend souvent parler dans le domaine de la lutte contre les stéréotypes, en tout cas des mesures susceptibles d'affaiblir leur influence, des modèles de réussite. Et comment on met en avant, par exemple, des modèles de réussite féminins pour faire en sorte demain que dans les choix d'orientation, plus de filles aillent vers, par exemple, le numérique, l'informatique ou les sciences de l'ingénieur. Mais il faut savoir que là aussi, il y a beaucoup de littérature sur le sujet, littérature scientifique, et que c'est pas magique. Les modèles de réussite, il suffit pas de montrer des modèles de réussite féminins pour modifier les choix d'orientation. On peut même avoir des effets, ce qu'on appelle en sciences des effets pervers, c'est-à-dire des effets contraires à ceux recherchés. Avec les modèles de réussite, il y a des conditions d'application particulières quand on utilise ce type de stratégie. Il faut les connaître. Bien sûr, tous ces sujets, les enseignants ne sont pas très bien formés. Ils en entendent parler. Certains sont confrontés à quelques heures de formation dans le sujet. Beaucoup ne sont pas confrontés du tout, ne rencontrent pas ces résultats sur leur parcours. Alors même que nous évoquions la question des parents, la nécessité de faire changer aussi les mentalités au niveau des parents. Mais en réalité, le clavier à disposition des enseignants, c'est pas les parents, mais ils les rencontrent. Ils peuvent dire des choses, passer des messages. Mais le vrai clavier, le cœur du réacteur, c'est la classe, la conduite de la classe. Combien d'heures en Master MEF réservées à la conduite de la classe dans les modalités que je viens d'évoquer? Presque rien. En M1, c'est une vingtaine d'heures. En M2, c'est 30 heures, mais sur des questions qui sont complètement différentes de celles-ci.
Alors même que là, on est en train d'évoquer justement les leviers que peuvent utiliser les enseignants pour faire en sorte que la classe soit différente tous les jours et éliminer les biais en question. L'enseignant ne peut pas éliminer les biais diffusés par les publicités en dehors du temps scolaire, etc. Les enfants sont gavés de ça, grandissent avec ça. Mais l'école de la République se doit d'avoir en son sein des enseignants et enseignantes formés, j'allais dire, durement sur ces sujets, de manière intensive, précise, de façon à intégrer tout ça à leur geste professionnel. Ça, c'est très, très important. Et je suis absolument convaincu que ce n'est pas une réforme demain qui va changer la donne. Il faut, sauf si cette réforme porte spécifiquement sur la formation des enseignants, il faut absolument déverrouiller la question en formation initiale et la porter aussi en formation continue. Les enseignants doivent faire de ces sujets un objet de connaissance et de pratique, de façon à ce que, en effet, les mentalités évoluent. Sinon, rien ou presque rien ne changera et nous aurons les mêmes sujets de discussion dans 20 ans, dans 30 ans. Merci beaucoup Pascal Huguet. Nous arrivons à la troisième partie déjà. Le temps avance. Je vous rappelle, vous pouvez toujours vous poser vos questions. On va y répondre dans quelques instants via les deux supports, le hashtag direct IH2EF ou via l'application menti.com avec le code qui s'affiche actuellement sur votre écran. Madame Philipson, on parle ici de la formation des enseignants, mais on sait aussi que l'éducation est partagée entre l'école et les familles. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Où en sont les parents, justement ? Alors, Pascal Huguet vient d'en parler également, et la question des parents est pour nous, bien entendu, une question centrale. Et on voit bien qu'on a du mal parfois à faire venir les parents à l'école. On a du mal à faire venir les papas. Peut-être parce que notre société est faite aussi. Et pour quelle raison ? Alors, si peut-être, vous dites la société, oui, peut-être parce que justement, c'est davantage on dit toujours le père travaille, la mère peut-être un peu plus, mais bon, ça mute, on le voit. Hein. Ça mute, mais pas encore complètement. Pas suffisamment. C'est-à-dire que c'est quand même plus de femmes qui sont en congé parental, c'est plus de femmes en temps partiel, c'est plus de femmes qui viennent chercher les enfants à l'école, c'est des nourrices qui viennent chercher les enfants à l'école, des nourrices femmes, pas des nourrices hommes. Donc on reste en effet, les hommes restent plus à l'écart finalement, et il faut les faire venir. Alors on en voit de temps en temps, dans un café lecture, la dernière fois j'étais heureuse de voir 2 papas au milieu de 10 mamans. J'avais quand même 2 papas présents pour sensibiliser les enfants à la lecture, et on sait aussi que la lecture c'est un sujet chez les enfants. Les filles et les garçons ne sont pas égalitaires face, du moins à l'appétence de la lecture, en fait. Donc, les parents, c'est un sujet pour nous. Comment les faire venir ? On n'a pas encore trouvé la solution. Mais par contre, il y a un constat. Par contre, on sait bien que les stéréotypes, on doit les travailler avec eux pour aussi les déconstruire. Il y a une ressource qui va être présentée par Sylvaine tout à l'heure, qui est une petite vidéo de l'ENAC, donc l'École nationale d'aviation civile, où ils sont allés interroger des enfants de 7-8 ans sur les stéréotypes. Les enfants pensent qu'un pilote, c'est un homme, une hôtesse de l'air, c'est une femme. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je pense que le rôle des parents, je pense que le rôle des parents et de l'école, c'est de rendre visible ce qui est invisible. Ce qui est invisible, c'est que le pilote, ça peut être une femme. Et c'est notre rôle à nous, à l'école, avec les parents, de travailler sur les métiers et les représentations de chacun. Puisque l'orientation, Madame Waron en a parlé, Monsieur Huguet en a parlé, et Laetitia aussi, ça se travaille dès l'école primaire, avec les parents. Si on n'a pas des débats avec les parents autour de ces questions-là dès l'école primaire, c'est pas qu'il sera trop tard, mais les choses seront déjà très ancrées quand les enfants seront en 6e. Par exemple. Merci beaucoup. Madame Véras, justement, les équipes ont déjà fort à faire avec leur mission d'enseignement, et on sait que beaucoup d'établissements ont ainsi recours à des associations impliquées dans la question des égalités filles-garçons. Ma question, est-ce que de tels partenariats sont porteurs aujourd'hui ? Oui. Voilà, partenaires précieux, les associations, mais voilà, il y a quelques conditions, à mon sens, à remplir quand on fait appel aux associations, alors qu'ils sont très nombreuses dans ce domaine. On a même des entreprises privées qui portent ça, qui portent des formations, qui proposent des offres en direct au niveau des établissements. Je pense que c'est parfois même un peu compliqué de s'y retrouver.
Et pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je parlais de projet d'établissement, c'est-à-dire que l'association, quand elle intervient, c'est un outil au service du projet d'établissement. C'est une association qui va construire avec l'établissement et qui va proposer une offre qui va répondre aux besoins. On a des associations qui arrivent avec des kits tout préfaits, qui viennent une journée, et on a l'impression que parce que telle association est venue parler d'égalité filles-garçons, mais on a résolu en partie le problème. Je crois que c'est vraiment une illusion si on considère que ça fonctionne comme ça. À mon avis, on n'a rien réglé du tout et on ne réglera rien du tout. Il faut vraiment que ce soit un partenaire inscrit dans la durée. Souvent, c'est des associations qui viennent depuis longtemps. Il faut penser d'ailleurs à interroger un peu cet historique. Il y a des habitudes qui sont prises, mais parfois il est nécessaire d'interroger ces habitudes. Ce n'est pas parce qu'une association vient depuis 15 ans que c'est pertinent de continuer à la faire venir. En tout cas, toujours est-il, il faut que ce soit vraiment cohérent et en réponse à un besoin identifié. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'inscrire ça sur la durée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir un programme pluriannuel où on monte en compétences chaque année. Voilà, en fonction des niveaux et des besoins identifiés pour les élèves, ça me paraît aussi essentiel. Et une précaution à prendre surtout, c'est qu'il y ait un personnel de l'établissement qui assiste aux interventions des associations. Et je le dis parce que régulièrement, on me dit non, c'est pour libérer la parole, c'est mieux qu'il y ait personne de l'établissement. Je pense que c'est une grave erreur. Pourquoi ? Parce que si on veut créer de la continuité, déjà, comment fait-on pour réinvestir ce qui a été donné comme information aux élèves si personne n'est là pour écouter et pour poursuivre en fait ce qui a été engagé ? Et puis, il faut toujours quand même veiller aux interventions, aux mots prononcés. Voilà, le chef d'établissement est responsable de ce qui se passe dans son établissement et avoir une oreille de l'établissement présente, c'est une garantie. Et un autre point de vigilance, c'est peut-être de regarder aussi au niveau des associations qui sont agréées éducation nationale. Il y a quand même un travail conséquent qui est fait pour agréer certaines associations. Prendre le temps, sur le site du ministère, on trouve toutes ces associations, de vérifier qu'il y a un agrément. Je pense aussi, c'est pas une garantie à 100%, mais ça protège en tout cas l'établissement, le chef d'établissement qui fait intervenir ces associations. Parfait. Claude Raron, justement, peut-on aller plus loin ? Et si oui, comment ? Oui, on peut aller plus loin que ce qui existe aujourd'hui, même si on a commencé depuis quelques années à aller plus loin. Cette question-là, on le voit bien, est une question démocratique majeure. Ouais. Elle est au cœur des préoccupations de l'opinion publique aujourd'hui et l'école ne peut pas s'en exempter. Mais ce que l'on a vu à travers les interventions des trois autres participants, c'est que c'est une question qui a multifaces. Il n'y a pas une réponse à l'ensemble de ces problématiques et qu'il faut mettre en œuvre justement des regards différents, des actions qui démarrent à la maternelle pour certaines, qui vont jusqu'au lycée, qu'on assoit ce genre de travail non pas sur la conviction et l'arbitraire individuel, même si c'est un arbitraire tout à fait positif, mais qu'on assoit ça sur la compétence et la connaissance et que ça soit, je dirais, les premières marches pour construire une véritable politique public, un cadre national qui après se décline à l'échelon de chaque académie, de chaque département, de chaque école et de chaque établissement. Mais je crois que c'est un enjeu extrêmement important. Je dis souvent qu'il faut escalader la montagne tous les jours quand on s'occupe d'égalité filles-garçons au ministère de l'Éducation nationale, parce que, comme vous l'avez vu, les angles sont tout à fait multiples. C'est aussi bien la relation avec les familles que la formation des enseignants. Et avant de parler de formation des enseignants, il faut d'abord parler de la formation de nos cadres, parce qu'il y a 860 000 enseignants en France. Ils ne sont pas tous convaincus de l'égalité entre les filles et les garçons, mais les cadres de l'éducation nationale, que sont les chefs d'établissement et les inspecteurs, premier et second degré, sont des vecteurs essentiels pour la transformation finalement des pratiques professionnelles de nos collègues enseignants. C'est pas uniquement par l'injonction qu'on arrivera à faire ça, c'est par le fait que l'on pourra mettre des mots
sur des pratiques qui sont considérées comme étant tout à fait normales, acquises, et qui en fait véhiculent beaucoup de stéréotypes. C'est aussi en accompagnant mieux les enseignants, en regardant dans les visites que l'on peut, dans les rendez-vous de carrière, etc., ces questions-là, en pilotant différemment l'établissement, en le mettant au cœur de toutes les pratiques pédagogiques. Le conseil pédagogique, ça sert à ça. Les conseils d'enseignement, ça sert aussi à cela. En s'adressant aux enfants, aux élèves, avec le CVC, comme vous le disiez tout à l'heure, le CVL, qu'on arrivera progressivement à transformer les regards et les mentalités et qu'on construira une culture qui sera plus apaisée, plus équilibrée, une relation à l'autre qui sera plus sereine. Et c'est ce dont nous avons besoin d'ailleurs, pas seulement dans l'école de la République, qui porte bien sûr une part de ces débats, mais dans l'ensemble de la société. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les relations entre les filles et les garçons sont beaucoup plus abruptes qu'elle ne l'était il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc il faut qu'on s'interroge sur cela. Ça veut dire la question de l'orientation, comment est-ce qu'elle se fait, la question des violences sexistes et sexuelles, la question du cyberharcèlement, etc. On a la question de l'éducation à la sexualité. Tous ces sujets-là font partie de la question de l'égalité filles-garçons dans le système scolaire. On a besoin de tout le monde pour réussir cela. C'est une politique qui n'aboutira pas d'un claquement de doigts, comme toutes les politiques mises en œuvre dans un système extrêmement complexe, qu'est l'éducation nationale, mais qui marche quand même. Il faut quand même souligner que nous avons beaucoup de réussite dans l'éducation nationale, même si nous savons que nous avons des difficultés et beaucoup d'améliorations encore à proposer. Il faut bien comprendre que pour une politique de longue haleine comme cela, il faudra sans doute un certain temps, plusieurs années. Et c'est en construisant ça collectivement, en faisant partager ça d'abord à nos cadres, bien évidemment aux gens qui sont sensibilisés, qui peuvent se trouver être des professeurs du premier comme du second degré, des recteurs ou des rectrices, des directeurs ou des directrices académiques, des inspecteurs, des inspectrices, mais en allant plus loin, c'est-à-dire en touchant les gens, nos collègues qui ne se sentent pas concernés par ces questions-là et qui ont pour autant besoin de pouvoir améliorer leurs pratiques professionnelles et pour cela mettre le doigt sur un certain nombre de fonctionnements dont on ne parle pas toujours. La question du temps de parole, par exemple. Toutes les études montrent qu'au cours de sa carrière d'élève, une fille est interrogée 30% de moins qu'un garçon. Pourquoi ? Parce qu'on interroge et on sollicite plus les garçons, parce qu'on a toujours peur qu'ils troublent un peu plus la classe. Et dans une pédagogie qui est très verticale, c'est toujours une peur de l'enseignant. Donc il faut accompagner les enseignants pour sortir de cet engrenage dont la plupart ne sont pas toujours conscients. Il a été dit comment on rédige des bulletins scolaires. Qu'est-ce qu'on dit quand une fille réussit et quand un garçon réussit ? Comment on interroge et sur quelles problématiques on interroge une fille en maths et un garçon en maths, etc., etc. Toutes ces questions-là, ce sont des transformations lentes de notre système. Ça ne peut pas se faire sous l'injonction et sur la contrainte, mais sur la conscientisation et sur la participation volontaire. Voilà, c'est cette démarche-là que l'institution scolaire cherche progressivement à établir avec chacun de ses acteurs. Merci beaucoup. Le temps avance très vite. Je vous propose à présent de répondre aux questions du public, celles que vous nous avez posées, je rappelle via le hashtag #IH2F ou via l'application menti.com. Nous avons ainsi reçu quelques questions, je les ai en direct et notamment en lien avec la labellisation. J'en ai plusieurs, je vais essayer de la former en une, on essaie de répondre rapidement. La première, c'est mettre en place une labellisation de son établissement. Cela prend-il du temps ? J'ai aussi le chef d'établissement qui souhaite visiblement avancer justement sur cette question de labellisation. Comment se déclarer ? Comment évalue-t-on si on a atteint un certain degré de maturité quant à une politique éducative d'établissement ? Autrement dit, qui valide si on est labellisé ou pas ? Voilà, donc ça, il y a plusieurs questions. Oui, je vais vous répondre. Alors d'abord, il y a 3 niveaux de labellisation, c'est-à-dire il y a un premier niveau d'engagement, c'est-à-dire on est intéressé par la démarche de labellisation égalité. C'est un projet qui est commun, il y a un référent égalité, on a déjà commencé des projets éducatifs et donc on peut accéder au niveau engagement. Et puis après, il y a un deuxième niveau qui est un niveau approfondissement, c'est-à-dire quand on est descendu du champ éducatif
relatif au champ pédagogique, quand on a travaillé en partenariat avec certaines associations, quand on est allé un peu plus loin sur les questions de pilotage pédagogique de l'établissement. Et enfin, il y a un troisième niveau qui est du niveau expertise, et qui là est lorsqu'il s'agit d'un projet collectif, qu'on a fait beaucoup de formations, que ça irrigue tous les aspects de la politique d'un établissement. J'indique d'ailleurs que pour nous, établissement, c'est à la fois collège, lycée général et technologique, lycée professionnel. C'est fait sur le mode de la labellisation de développement durable, mais qui ne concerne que les lycées. Nous l'avons élargi au collège. Donc, qui labellise? Pour les deux premiers niveaux, qui sont donc le niveau engagement et approfondissement, c'est un comité académique qui est réuni autour de la rectrice ou du recteur, mis en place par le référent égalité de l'académie, auprès duquel ou de laquelle il faut se déclarer, et qui, effectivement, coordonnera ce comité de labellisation académique, qui aura un certain nombre de représentants, dont la circulaire fait d'ailleurs état. Il faut s'y reporter au BO du 17 mars 2022. Pour le niveau expertise, c'est l'administration centrale qui, sur proposition des différentes académies, labellisera les établissements qui seront considérés comme des établissements pilotes, y compris peut-être même utiles en matière de formation, de production de ressources, etc. etc. Et donc le niveau 3, qui est le niveau d'expert, sera labellisé par un comité national qui sera présidé officiellement par le ministre. Merci. Sans doute plus officieusement par l'ensemble des personnes qui travaillent sur ces questions-là au ministère. Merci beaucoup, Claude Roiron. Allez, merci pour votre réponse. Avant de retrouver Sylvaine pour la présentation de la sélection de ressources, je vous propose de faire une synthèse et une conclusion de l'émission. Le temps est vite venu à la fin, donc nous allons bientôt terminer. Mais avant de se quitter, Monsieur Huguet, un point sur lequel vous voudriez revenir et peut-être une piste à approfondir. Oui, alors d'abord je tiens à dire que je suis vraiment très en phase avec tout ce qui a été dit aujourd'hui autour de cette table. Je rebondis sur la question de la labellisation. Il y a là en effet beaucoup d'opérationnalités possibles pour faire évoluer tout cela. Et bien sûr, avec ma casquette de chercheur aujourd'hui, je réinsiste sur la nécessité de nous doter d'indicateurs, de stéréotypies, puisque tout ça est fait pour quoi, au fond? Pour changer les mentalités. Pour faire en sorte que ce changement se traduise dans les comportements, notamment à travers les choix d'orientation, mais pas seulement. D'autres domaines ont été évoqués par Claude Roiron à l'instant. Mais nous ne le verrons pas véritablement si nous ne mesurons rien. Et je salue vraiment le travail de l'ADEPE qui chaque année livre des statistiques descriptives extrêmement instructives, mais qui sont autant de photographies permettant de faire l'état des lieux, mais qui ne nous informent pas directement sur la question de la stéréotypie et de son évolution. Et donc, moi, j'insiste beaucoup sur la nécessité de nous doter d'indicateurs puissants au niveau national, régulièrement opérationnalisés, et qui permettent de savoir si, oui ou non, tout ce que l'on a dit aujourd'hui a des effets et dans quelle mesure. Claude Roiron, nous arrivons à la fin de cette émission. Si vous aviez trois mots pour conclure les échanges entre nous, lesquels seraient-ils ? Alors, 3 mots, c'est très difficile de trouver 3 mots sur un sujet aussi compliqué. On vous accorde un 4e si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'il faut d'abord dire que c'est un sujet collectif, cette question d'égalité. Ça, vous l'avez dit souvent, c'est vraiment cet esprit d'équipe. C'est un sujet qui est bien sûr un sujet institutionnel, car sans cadre institutionnel, on reste dans l'expérience individuelle qui est très intéressante, qui parfois peut ne pas durer toujours, mais qui en tout cas ne fait pas levier sur le système pour pouvoir améliorer cette question-là. Et puis, je veux dire que cette question-là, il me semble que c'est un projet ce sont des projets qui sont au cœur des valeurs et des principes de la République sur lesquels l'école est assise. Merci beaucoup. Allez, avant de se quitter, je vous propose de retrouver Sylvaine pour la présentation de la sélection de ressources. Sylvaine, c'est à vous.
Merci beaucoup Gilles, merci chers intervenants. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cet antépénultième point ressources de l'année 2021-2022. En point de départ, rendons-nous sur le site éducation.gouv.fr, comme d'habitude, où est publié le rapport dont Claude Roiron nous a parlé en début d'émission et auquel elle a participé avec Sophie Béjean et Jean-Charles Ringard. Faire de l'égalité filles-garçons une nouvelle étape dans la mise en œuvre du lycée du XXIe siècle. Ce rapport fait état de différents constats et propose une série de propositions de leviers d'amélioration à destination des acteurs de l'éducation. Toujours sur éducation.gouv.fr, rendons-nous sur la page Filles et garçons sur le chemin de l'égalité de l'école à l'enseignement supérieur, édition 2022. C'est une publication de l'ADEP qui présente un ensemble de données statistiques qui comparent la réussite des filles et des garçons de l'école à l'entrée dans la vie active sous la forme de graphiques et d'infographies. Dans cette brochure, on aborde les choix d'orientation, de poursuite d'études des jeunes et leurs incidences sur l'entrée dans la vie active en fonction de leur genre. Toujours dans le domaine des statistiques, enquêtes et études, voici une sélection de 3 ressources en ligne. La première est consultable sur le site européen Eurostat dans la rubrique Publications interactives et elle propose des résultats d'études sur différentes thématiques en comparant les comportements des hommes et des femmes en Europe. La deuxième nous amène sur le site de l'OCDE et les résultats de l'enquête PISA, où là encore la distinction de la réussite des filles et des garçons est mise en lumière en mathématiques, sciences et compréhension de l'écrit. On pourra par exemple consulter le numéro 93 de PISA à la loupe, qui est intitulé « Pourquoi les filles ne sont-elles pas plus nombreuses à choisir une carrière scientifique ?» Cette enquête a été publiée en septembre 2019. Nous devrons attendre donc 2023 pour connaître les résultats de l'évaluation PISA 2022. La troisième ressource provient quant à elle d'une étude réalisée par le Centre Hubertine-Auclair et dont les résultats ont été publiés le 20 mai dernier. Il s'agit ici d'étudier les freins à l'accès des filles aux filières informatiques et numériques du lycée. Il tente d'expliquer la faible représentation des filles dans les filières scientifiques et informatiques en se basant sur des enquêtes menées dans 5 lycées de la région parisienne. Allons à présent sur le site internet Mathilda, qui propose plus de 80 courtes vidéos accompagnées de leurs ressources pédagogiques sur les thématiques de l'égalité entre les sexes. Créée en 2017, c'est l'association Vidéo qui est à l'initiative de ce projet de la région toulousaine et il bénéficie de compétences d'enseignants de l'école primaire, du collège, de lycée, d'université, de vidéastes, de musiciennes, de professionnels du numérique et d'associations. Laissez-moi à présent vous présenter 2 ouvrages consacrés toujours à l'égalité filles-garçons. Le premier est édité par le réseau Canopé et comporte 2 tomes. Il s'intitule tout simplement « Égalité filles-garçons » et propose une 50aine d'activités pour la classe de la petite section de maternelle à la 6e. Le second ouvrage a été écrit par Clémence Perronnet et a pour titre « La bosse des maths n'existe pas. Rétablir l'égalité des chances dans les matières scientifiques ». Il a été publié en septembre 2021 aux éditions Autrement. Il y est question de la diminution du nombre de filles dans les filières scientifiques au fur et à mesure de la poursuite d'études. L'auteur nous en explique les raisons et propose des pistes pour encourager les filles vers les disciplines scientifiques. Toujours dans le domaine de la pédagogie égalitaire, je vous invite à visionner cette conférence qui a été donnée le 28 avril dernier, proposée par l'Inspé de Bretagne, dans laquelle interviennent 3 enseignantes engagées dans la lutte pour l'égalité filles-garçons, dont Clémence Perronnet, dont je viens de citer l'ouvrage. Un exemple de promotion des métiers de l'aéronautique auprès des filles et de lutte contre les représentations stéréotypées de ces mêmes métiers. Cette vidéo est proposée par l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile, dans le cadre des projets Accorda. Le site France Info nous propose une vidéo dans laquelle la neuroscientifique Marie Lacroix nous explique que même si tous les cerveaux sont différents, ces différences ne tiennent pas au fait que l'on soit une femme ou un homme. Même si, on en conviendra, certains mythes ont encore la vie dure. À destination des enseignants et des publics plus jeunes, Canopé a conçu une série de BD interactives, en collection Égaux sans égaux, qui, accompagnés de leurs matériaux pédagogiques, proposent de mettre fin aux stéréotypes de genre. Elle y aborde là aussi le choix des métiers, les tenues vestimentaires, le sport et bien d'autres sujets.
Laetitia Verras, que nous avons eu le plaisir d'entendre lors de cette émission, a collecté dans un document de type mur collaboratif toute une collection de ressources sur tout support. Elle y a classé ses ressources par domaines disciplinaires et transversaux et met sa boîte à outils à disposition de tous. Et enfin, last but not least, la page consacrée à Pascal Huguet, où l'on pourra consulter la liste de toutes ses publications. Comme toujours, toutes ces ressources, toutes ces références seront mises à votre disposition sur notre site internet, sur la page consacrée au mardi de l'IH2EF avec le replay et le podcast de l'émission de ce jour. Vous pourrez visionner les numéros précédents et consulter le programme des 2 prochains et derniers directs de la saison 2021-2022. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Et sans plus attendre, je repasse la parole à Gilles et à nos intervenants en studio, non sans omettre de vous donner rendez-vous le 21 juin pour une émission consacrée au pilotage d'une discipline, l'éducation musicale. Et non, la date n'a pas été choisie au hasard. Bonne soirée à tous. Gilles, c'est à vous. Merci beaucoup Sylvaine pour cette riche présentation et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de l'IH2EF pour la préparation de cette émission et merci encore à nos 4 invités. Merci à vous Pascal Huguet, Claude Roiron, Anne Philipson et Laetitia Verras et bon retour dans vos régions respectives. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les replays sur le site internet de l'IH2EF.gouv.fr et sur la chaîne YouTube de l'IH2EF. Nous vous donnons rendez-vous mardi 21 juin. 21 juin, c'est la fête de la musique. Justement, une émission qui aura pour thème accompagner les professeurs et piloter l'éducation musicale dans les territoires. Merci à tous pour votre fidélité et très belle soirée. Bonsoir.